métier infirmier aux États-Unis, à quoi ressemble-t-il vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement quand on est infirmier formé en France ou ailleurs? Tu écoutes Imported Nurse, je m'appelle Claire Spix, je suis infirmière française installée aux USA depuis plus d'une décennie et depuis 2013, j'accompagne des infirmiers internationaux dans leur démarche de reconnaissance de diplôme. Dans ce podcast, je donne la parole à des infirmiers francophones, souvent d'anciens clients, qui ont choisi d'exercer aux États-Unis. À travers des témoignages parfois similaires, parfois très différents, on parle des démarches, de l'adaptation et surtout de la réalité du métier infirmier ici. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Estelle, une infirmière française installée et en poste aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Elle revient sur son parcours qui débute en Californie et se poursuit aujourd'hui dans le Nevada. Elle nous raconte son expérience et son évolution professionnelle avec l'ouverture de son cabinet privé en tant que consultante en lactation. Estelle partage également une histoire aussi improbable que stressante qui lui a valu quelques cheveux blancs au passage. Comme toujours, c'est un témoignage sincère et sans filtre sur les réalités du métier d'infirmière aux USA, entre opportunités, adaptation et imprévus. Bonjour Estelle. Bonjour Claire, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, je commence toujours par demander à mes invités de donner un petit peu de contexte. Du coup, dis-nous où est-ce que tu as été diplômée en France et dans quel service tu bossais? J'ai été diplômée en 2003 et j'ai fait mon IFSI à Briançon, dans les Hautes-Alpes, le 05 à la frontière italienne. Briançon-Serre-Chevalier, si ça parle à quelqu'un qui fait du ski. Ça me parle plus, Serre Chevalier. Voilà, la Briançon-Serre-Chevalier. Donc j'ai fait c'est un tout petit hôpital et puis, voilà, où je suis née et j'ai fait mon école d'infirmière, là-bas. D'accord. Et du coup, avant d'arriver aux USA, tu bossais dans quel service? Juste avant d'arriver aux USA, j'étais en réa neurochir, mais c'était pas un choix, c'était juste parce que je devais passer par là, parce que j'avais dans l'idée soit de faire l'école d'IAD, soit de faire, du SAMU et Ok. donc du coup, je passais un petit peu par toutes les réas et donc j'avais fait presque un an en réa neurochir, ça me plaisait pas du tout. Ok. Et donc, du coup, j'imagine que tes plans ont complètement changé puisque t'es venue aux États-Unis. Dans quel contexte t'es arrivée? Alors, ce qui s'est passé, vite fait en rapide, j'ai été diplômée en 2003, j'ai fait un an à Briançon en médecine. Ensuite, j'ai voulu faire de la réa, je suis descendue sur Grenoble. Donc j'ai fait à peu près, presque 3 ans de réa med et puis ensuite j'ai fait de la réa néonate et puis j'ai fait cette réa neurochir et j'étais pas hyper emballée par continuer à l'hôpital public parce que, l'hôpital public, commençait déjà à se dégrader à cette époque-là et j'étais partie sur peut-être prendre, j'avais signé les papiers pour prendre 3 ans de disponibilité pour convenance personnelle et j'ai rencontré, un garçon, qui allait devenir mon mari. Voilà. D'accord. Donc pendant que je signais ces papiers et que je faisais les papiers pour la convenance personnelle. Donc c'est bien tombé au final et donc je suis arrivée en 2010, sur un visa, c'est pas un visa, c'est l'ESTA, parce que j'avais rencontré mon mari en France, mais lui, il était déjà à San Francisco. Mais il est français ton mari ou il est américain? Il est français, Il bossait déjà aux États-Unis. depuis 2005 D'accord. et donc du coup, il était souvent en France pour son travail et il faisait les allers-retours et c'est comme ça qu'on s'est connus et sur Grenoble. Puis, voilà, en 2010, du coup, fin 2009, je voulais prendre une disponibilité et 2010, début 2010, je suis venue le voir à San Francisco, voilà. Et t'es plus jamais repartie? Si, si, j'ai fait 2 ans d'aller-retour. J'ai fait D'accord. 2 ans d'aller-retour parce que c'était alors, comme tu dois le savoir, jusqu'en 2006, quand on arrivait à avoir son NCLEX, on obtenait aussi une green card avec son employeur. En fait, c'était hyper facile d'obtenir une green card. Ouais. J'ai connu d'ailleurs quelqu'un qui avait eu ce visa, cette green card, juste parce qu'elle a eu son NCLEX en fait et elle a eu une embauche et elle a eu son visa, sa green card à ce moment-là et en fait, c'est elle qui m'avait un petit peu guidée au moment parce que moi j'ai fait mes équivalences avant toi, je Oui. pense. Donc du coup, j'avais personne pour me guider puis à l'époque, Facebook tout ça, c'était pas non plus, c'était pas hyp il y avait pas de groupe, il y avait pas tout ça. Donc en 2010, hein, je parle,
et elle m'avait un petit peu guidée et j'avais essayé, tu sais, un peu naïve française, j'avais essayé d'appliquer en Californie sans mon numéro SSN. Oui, parce que j'explique rapidement, en fait, il y a des États, si on n'a pas de numéro de sécurité sociale américain, on peut pas faire les démarches dans ces États-là. Donc toi, tu le savais, mais tu as quand même essayé. Bah, parce Franchement, que j'étais naïve, je pensais que sur un malentendu, ça pouvait passer. bah, si tu dis: «C'est pas naïf, tu étais positive, écoute, qui ne tente rien n'a rien». Voilà, et en fait, ils m'ont très gentiment retourné mon chèque et puis mon C'est application. sympa ça, parce qu'ils auraient pu Ouais, garder ton chèque quand même. oui. Ils m'ont retourné mon chèque et mon application en me disant: «Bah, revenez vers nous quand vous aurez un numéro de sécurité sociale américain, SSN». Social security number. Alors attends, du coup, tu as fait des allers-retours pendant 2 ans. Vous vous êtes mariés. On s'est mariés d'abord et après j'ai fait des allers-retours. Ah, vous vous êtes mariés. OK, Bon, OK, vous allez, êtes rencontrés, vous vous êtes mariés oui. et vous avez fait des allers-retours. Tu as fait des allers-retours parce que tu attendais, ta carte verte pour pouvoir rester? En fait, on s'est rencontrés, on se connaissait un petit peu, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble en décembre 2009. OK, Je suis venue le voir, on s'est mariés le 1er avril 2010. OK. Voilà, et parce qu'on il y avait, l'avocat avait dit que je ne pouvais pas avoir de green card puisque ça s'était arrêté cette histoire de green card jusqu'en Mmh. 2006. Il avait dit: «Il y a très peu de chances pour qu'elle puisse avoir un visa compte tenu de la de des conditions en ce moment». Enfin, on est d'accord qu'il y a eu la crise de 2008 et ensuite on était qu'en 2010, donc c'était 2 ans après et c'était quasi impossible pour une infirmière à l'époque d'avoir un visa, même il y avait plus trop de sponsors, enfin ça se passait pas très, très bien quoi à ce moment-là. Ouais. Et donc il nous avait dit: «Le seul moyen, c'est de se marier avant telle date, parce qu'à telle date, on envoie tel papier», pour donc mon mari, et donc on s'était mariés et on avait dit: «Bah, en fait, c'est plus facile de divorcer que que d'essayer d'avoir un visa pour une app». C'est très, 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 très terre à terre, hein, Estelle. C'est lui qui m'a dit ça, c'est pas moi, et donc c'était l'avocat qui avait dit. Donc voilà, on s'est mariés, Alors bon, attends, spoiler alert pour tout le monde, vous êtes toujours mariés, tout s'est bien passé, tout s'est bien oui, terminé. oui, Très bien. ouais, ça fait 16 ans, hein, puisqu'on est en 2026. Mmh. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble et ça va faire 16 ans de mariage bientôt. OK, Donc voilà, et du coup, on savait quand même un petit peu ce qu'on faisait. On n'avait pas non plus bien 18 sûr. ans. On était un petit peu plus âgés que ça déjà, à l'époque. Donc on savait ce qu'on faisait. Et puis, voilà, on a fait, donc, ma green card aurait dû prendre 6 mois, mais en fait, comme c'était un truc un peu spécial, ils ont pas trop aimé, ils savaient pas trop quoi faire à l'administration. Ça a été fermé, réouvert. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voyagé pendant 2 ans sous ESTA. Au bout d'un moment, il y avait une note dans mon dossier, ils me laissaient passer, hein, OK. puisque j'avais fourni des papiers comme quoi j'étais en application green card, tout ça, et voilà, et que mon mari avait eu sa green card, donc il y avait pas de problème. Donc 2012, j'ai obtenu ma green card. Dès que j'ai obtenu ma green card, j'ai renvoyé ce dossier où j'avais fait un petit brouillon déjà du coup en 2010. J'ai renvoyé ce même dossier complété, au board de Californie, et avec mon numéro de mon SSN. D'accord, OK. Du coup, tu envoies ton inscription au board, tu passes ton NCLEX, tu deviens infirmière. Comment ça s'est passé au niveau interview, entretien d'embauche et cetera? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est Ouais, c'était difficile parce que je t'ai dit, j'ai commencé le process, 2012. J'ai obtenu l'autorisation de passer le test début 2013, je crois, quelque chose comme ça. 2013, il faut savoir que c'était la crise. La Californie paye très, 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 très bien ses infirmières, donc il y avait beaucoup d'infirmières sur le marché avec beaucoup d'expérience. Je ne trouvais aucun job, parce qu'ils en ont rien à faire d'expérience, française. Donc je ne trouvais aucun job et je tombe enceinte. Donc en fait, je me pose pas trop de questions, et là, il y a eu une situation familiale où j'ai dû, f être infirmière à domicile pour un membre de la famille, Mmh. et l'infirmière qui venait comme une infirmière libérale, en fait, c'était la manager du service libéral d'un grand hôpital de San Francisco, et elle m'a dit: mais moi totalement, quand tu veux appliquer pour un job, vu ce que tu as fait là, tu as géré un PICC line, tu as géré un tube, de gastrostomie, tu il y a pas de problème, moi je serai ta référence». Parce que j'avais pas de référence, j'avais rien.
Et donc du coup, en 2014, après avoir eu mon bébé quand il avait 6 mois, j'ai essayé de rechercher du travail. C'était hyper difficile. J'ai passé des entretiens, je me suis ratée parce que je comprenais rien. Je Mon CV ressemblait pas à grand chose. Donc du coup, j'ai quand même réussi à trouver un job dans un interventional radiology. Donc c'est en fait, un C-arm, c'est, les trucs de radio là, Radio interventionnelle, tout ce qui est, voilà, radio ouais. interventionnelle et en fait, on débouchait des fistules de dialyse et on faisait des angioplasties. Donc j'ai fait ça, c'était pas hyper intéressant. Je prenais les patients, je leur faisais signer les papiers et puis on prenait les vitals et enfin la tension, pouls, je les envoyais puis je faisais leur réveil quoi. C'était assez rapide, une OK. demi heure et puis terminé. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et ça me voilà et j'arrivais pas à trouver d'autre travail. Donc j'ai trouvé ce qu'on appelle un Nursing Refresher Program, donc avec JVS, Jewish Vocational Services, qui était en accord avec le City College de San Francisco. Donc en fait, c'était un programme gratuit. La seule chose de 4 mois avec des clinicals et une partie en classe avec, des TP et puis, une partie aussi pour si tu veux, on apprenait à faire des CV, à faire un elevated speech et à faire des interviews. C'était le programme, c'était pour, des gens qui avaient pris un break de quelques années pour, élever leurs enfants, prendre soin de quelqu'un d'autre, enfin q des gens qui étaient sortis du cursus pour réintégrer la workforce et il y avait une section médicale. Donc les clinicals, c'est comme des stages? Ouais. Sauf que les stages, ils ont pas vraiment de stage comme nous aux États-Unis. En Ouais, gros, ils vont avec leur prof et ils sont associés à une infirmière pour un patient, en gros et puis ils essaient de voilà et puis ils le présentent à la fin de leur clinicals avec leur prof. Ils vont dans une salle et ils présentent leurs patients, ils disent ce qu'ils ont fait et tout ça. Voilà, hem et donc du coup, Heu, on faisait ça, on faisait des clinicals au San Francisco General Hospital en med-surg, donc c'était enfin en chirurgie médecine, donc ça c'était bien, ça nous a mis un pied dans la porte pour savoir un petit peu, voilà, pour revenir. On faisait, des TP, donc on revoyait un petit peu les gestes techniques et puis le matériel en fait qu'ils utilisent. Alors c'est pas exactement le même matériel, c'est proche, hein, mais c'est pas exactement le même matériel, ils ont pas exactement enfin bon bref et et puis, on surtout, bah, c'était comment se vendre lors d'interviews, quoi. Parce qu'en fait, ici, on se vend et donc ça m'a beaucoup aidé et du coup, après, j'ai passé des interviews. J'ai eu un job qui n'a pas abouti parce qu'ils ont pas ouvert l'unité, mais du coup, ils m'ont proposé un job dans un autre hôpital du même groupe, parce qu'ici, il y a beaucoup de groupes. Et puis j'ai commencé donc en med-surg et puis ensuite, j'ai été appelée sur un poste où j'avais envoyé une application, enfin oui, comme ça, j'avais une position qui était ouverte depuis des mois et des mois et puis ils m'ont contacté 10 mois après, donc au San Francisco General Hospital. J'ai commencé en labor and delivery postpartum, donc en maternité, hein et mmh. alors, le rôle des infirmières de maternité ici aux États-Unis, c'est 80 du rôle de sage-femme, en gros. Oui, parce qu'ici, en fait, il y a plusieurs types de sages-femmes et les sages-femmes qui sont le plus répandues, c'est des sages-femmes qui, à la base, sont d'abord infirmières, Oui. qui sont RN et ensuite qui se Elles font spécialisent. le CNM, donc Certified Nurse Midwife et elles ce sont des enfin, je veux dire, ça dép elles ont des prérogatives qui sont très larges. Suivant où elles travaillent, elles peuvent même, prendre des patients à haut risque, hein. Par exemple, à UCSF, il y a elles prennent des patients à haut risque, en D'accord. charge. Voilà et donc c'est plutôt elles sont plutôt du côté, on va dire même si elles sont infirmières, elles sont plutôt du côté médical. Elles arrivent, enfin on les appelle pour, lorsque la maman pousse, Ouais, mais elles font voilà les gestes d'un gynécologue, mais elles ne lisent enfin nous on lit les monitoring, elles les valident s'il y a besoin de valider quelque chose, mais en globalement elles s'appuient sur notre expertise en gros. d'accord. Et donc du coup, c'est là, j'imagine, où tu as commencé à penser à évoluer ta carrière? Alors j'y avais pensé quand j'ai eu mon premier enfant que je trouvais pas de job. Je m'étais dit: «Oh là là», j'ai été aidée par des consultantes en lactation, c'était génial. Vraiment elles ont changé le cours de mon postpartum et en fait,
quand, je suis arrivée en Labour and Delivery Postpartum, c'était, la première maternité de la Bay Area qui a eu la désignation, amie des bébés, baby friendly. Et D'accord. c'est pas, on n'est pas là, à vouloir que tout le monde allaite, hein, c'est pas du tout ça, c'est surtout sur l'information sur l'allaitement, et puis, ben, vraiment que les parents comprennent comment ça se passe l'allaitement, en gros. Et que si les gens qui veulent pas allaiter, ils signent un papier comme quoi ils ont bien eu l'éducation et terminé. Mais vraiment, on était vraiment sur l'éducation et tout ça et j'ai trouvé ça super et je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien faire, maintenant que c'est plus facile pour moi parce que j'accumule les heures d'allaitement et les éducations qu'il faut enfin l'éducation qu'il faut pour, L'expérience en éducation, l'expérience et puis aussi, il faut des heures d'expérience, il faut aussi, certains, dans certains domaines, en fait, il faut des heures, bref, peu importe. Hem et du coup, j'ai pu accumuler ça et bien, du coup, je suis allée passer mon examen en 2000, je sais plus, 21, quelque chose comme ça, D'accord. en ayant étudié aussi à la maison, des programmes et tout et j'ai ouvert mon cabinet, je crois que c'est en 2022, 2021 ou 2022, enfin 2022 peut-être. Et comment ça s'est passé po parce qu'il y a pas vraiment de, pour les infirmières, il y a pas d'infirmières libérales ici. Il y a des infirmières à domicile qui sont attitrées, enfin qui sont attachées à des hôpitaux ou ce genre de choses, mais il y a pas tu as pas d'infirmières qui par elles-mêmes ont un cabinet comme en France. Comment ça se passe du coup pour les lactation consultants? Tu peux ouvrir, ton cabinet, en fait, Tu il faut dépends pas du tout d'un non, médecin ou quoi? OK. non, non, je travaille toute seule, où j'ai ouvert mon cabinet et je me suis lancée comme ça, comme une doula pour ouvrir son cabinet, comme je n'ai pas de compte à rendre au board, je n'ai de compte à rendre à personne. OK. Et du coup, ça existe ça en France? Les consultantes en lactation? Ouais, en fait, donc oui, il y a des lactation consultants, il y en a pas énormément. Elles ne sont pas embauchées dans les hôpitaux, parce qu'en fait, c'est pas vraiment reconnu par, la France. Elles ont des cabinets privés, elles sont souvent infirmières, sages-femmes, puéricultrices, mais elles sont pas je crois pas qu'elles soient rattachées à la sécurité sociale par le fait de l'IBCLC. C'est plutôt par leur, diplôme, infirmier et je pense que c'est comme ça qu'en fait l'ordre infirmier peut mettre son nez là-dedans. Enfin, je sais pas exactement, D'accord. mais c'est un peu compliqué. Je sais pas exactement comment ça se passe. Parce qu'en fait ici, tu peux avoir fait une carrière de 20 ans dans le marketing, tu as un enfant et tu te dis: «Ah c'est chouette et tout» et en fait tu peux alors ça prend beaucoup de temps, ça va prendre 3 ou 4 ans au moins pour compléter tout le programme, mais en gros, tu vas faire des credits, en ligne, dans des universités, des health credits, donc des crédits, sur la santé. Des cours Tu en en as qua fait? Ouais, c'est des Tu fais cours des cours? et Mmh. d'obtenir des crédits. En fait, tu obtiens des crédits et tu enfin oui, des crédits universitaires en Mmh. gros, Ouais. au niveau santé. Donc tu en as 14 à obtenir et nous, on les obtient par rapport à notre truc infirmier. Donc ça, j'ai pas eu besoin de refaire. Ensuite, il y a des heures de pratique, il y a une éducation spécifique à l'allaitement, enfin donc des cours spécifiques à l'allaitement, donc ça représente des centaines et des centaines d'heures et ces centaines d'heures, en fait, moi, j'ai réussi à les faire en étant à l'hôpital. Suivant d'où tu viens, suivant ton passé, tu peux choisir suivant 3 ce qu'ils appellent pathways. Et donc les OK, pathways, tu choisis et tu vois, par exemple, l'université de San Diego propose un programme. Donc, si tu as fait tes 14, unités, dans la santé, ensuite tu peux intégrer ce programme. d'accord. Tu trouves des tuteurs et tout ça. Moi, j'avais pas besoin parce que j'ai tout fait ça et il y a un pathway exprès pour, des gens comme moi qui travaillent auprès de bébés et en pratiquant l'allaitement. Et donc en fait, moi, j'ai fait ça, au niveau de l'hôpital. Donc ça a été beaucoup plus rapide pour moi. Tu vois, c'est ça qui est chouette ici, c'est qu'en fait peu importe ce que tu fais, tu peux toujours arriver à comment dire? Tu peux toujours arriver à faire un changement de carrière sans que ça soit trop compliqué en fait, quoi.
Oui, alors il suffit de travailler. Il y a beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup de travail à fournir derrière, mais c'est vrai que si tu fais un bachelor si tu fais une licence donc enfin la France licence française, ce qui est un bachelor, dans la biologie par exemple, tu peux intégrer un programme bachelor accéléré en infirmière et en 18 m en moins de 18 mois, tu es infirmière. Alors que ça en France, c'est impossible. Mais enfin bon voilà, donc du coup j'ai fait ça, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, je suis passée per diem, donc à la demande à l'hôpital où je travaillais, à la place de plein temps. J'ai travaillé pour ouvrir mon cabinet, donc voilà, enfin, je me suis posé la question de devenir doula ou pas, voilà, bon, non, pour l'instant non. Et puis, Peut-être un jour. ouais, qui sait, je ne sais pas. Et puis j'ai déménagé. Voilà, donc j'ai transporté avec moi mon cabinet, donc OK. on est à Tao maintenant. Ça tourne beaucoup moins puisqu'il y a beaucoup moins de population, qu'il y a, bon, voilà, des ressources différentes, et puis, bah, du coup, j'ai décidé, que comme c'était un vraiment, c'est très fluctuant, des fois je vais avoir plusieurs clients en même temps, des fois j'ai personne pendant 1 ou 2 semaines. Mmh. Donc du coup, j'ai décidé de retourner en med-surg en tant qu'infirmière, donc voilà, per diem, toujours à la demande. Donc per diem, juste pour les gens qui connaissent pas, per diem, c'est toi qui fais Planning. ton schedule, ton planning, ouais. Ouais, et suivant les hôpitaux, ils te demandent plus ou moins, tu as plus ou moins de contraintes. Il y en a qui vont dire: «Ben, tu dois faire tant de week-ends par mois», il y en a qui vont te dire: «Il y a pas d'obligation de week-end», il y en a qui enfin voilà, tu as des obligations qui sont différentes par rapport aux hôpitaux où tu travailles. D'accord. Voilà. Et donc, bah, du coup, et puis ils peuvent t'annuler, jusqu'à 2 heures avant le shift. Donc c'est-à-dire OK. que quand tu commences à 7 heures du matin pour un shift de 12 heures, ils t'appellent à 5 heures du matin, ils te disent: «On n'a pas besoin de toi aujourd'hui». Mais tu es payé plus. Alors, Oui. ça dépend quels sont les accords, mais globalement, moi tout ce que j'ai toujours vu, c'est à peu près 10 à 15% de plus. C'est un peu comme des vacations en France, en fait. Peut-être, mais tu n'as pas de tu n'as tu globalement en per diem, tu ne cotises pas pour l'assurance médicale et tu D'accord, n'as pas ça ne va pas vers ta retraite non plus. d'accord. Donc ils te payent en gros, ce qu'ils ne mettent pas dans la boîte, retraite et ce qu'ils ne mettent pas dans la boîte, heu, assurance médicale, ils te le donnent en gros. Voilà. Ils te le payent, OK, OK. Alors donc du coup, tu es retournée en med-surg. Moi, je le sais parce que tu m'as raconté, mais raconte-nous un petit peu ton expérience, par rapport à cette recherche de travail. Voilà, donc j'arrive dans un nouveau, environnement, un nouvel État, parce que je travaille sur 2 États, puisque je suis à la frontière entre 2 États, donc d'ailleurs merci, tu m'avais aidé à avoir ma licence au Nevada et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Tiens, je vais aller faire consultante en lactation dans un hôpital». Parfait, je trouve à 50 minutes de route un hôpital, tout ça. Et l'entretien se passe super bien, forcément parce qu'ils cherchaient quelqu'un un peu comme moi, qui voulait faire du mi-temps et puis voilà, ils me disent: «Est-ce que tu veux bien faire un shift de 12 heures en tant qu'infirmière en labour and delivery?» «OK, d'accord et un shift de 8 heures en tant que consultante en lactation?» «OK, d'accord». J'avais quand même 2 petits, orange flags comme on dit. Il y avait quand même 50 minutes de route, enfin Mmh. 50-55 minutes de route, c'était un petit peu loin et puis il y a quand même pas mal de personnes de là où je vis dans un bassin et il y a quand même pas mal de personnes qui vont accoucher à cet hôpital et on ne joue pas avec, le conflict of interest. Possiblement, je peux enquiquiner quelqu'un et ils disent: «Ouais, mais en fait, elle voit tous les patients, elle les récupère à l'hôpital, puis après elle se les voit pour sa clinique privée». Donc ça, c'était aussi je m'étais dit: «Oh, mais bon, quand même, c'est loin, il y a pas tant de personnes, enfin, je sais pas, enfin, on verra». Et donc bon, voilà, donc mais je me dis: «Je c'est quand même tentant, au pire, voilà, j'accepte que des clients de San Francisco en virtuel, bon, bah, voilà». Et puis je pars là-dedans et puis ils me disent: «Quand est-ce que tu veux commencer?» Donc ça, c'était au mois de mars, je crois, l'année dernière. Je dis: «Beh, si ça vous dérange pas», parce qu'ils nous ont dit on est dans une grande vague d'emplois là, donc Mmh. si on peut étaler, c'est bien. Je dis: «Bah, parfait, moi en août, je commence en août parce que comme ça je vais en France cet été, je commence en août». Je reviens pour bosser, je vais passer mes tests, tout, physical, donc la médecine du travail, tout ça, tout va bien. Je Mmh. fais pipi dans le pot, je leur donne le pipi, drug test, je repars chez moi
17 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone un vendredi matin alors que je commençais le lundi. Ils me disent: «Votre test d'urine est positif». J'aurais demandé si c'était une blague, s'ils s'étaient pas trompés. Ils m'ont dit: «Non, non, c'est le vôtre, vous avez bien signé tout ça». Je leur demande: «Positif à quoi?» Ils me disent: «La codéine». Bon, sauf que moi je prends aucun médicament, aucune vitamine. Je sais, je devrais sûrement prendre des vitamines à mon âge, Oh, je te rassure, j'en voilà. prends pas non plus. Je ne prends rien parce que j'oublie de toute façon, je ne prends pas de médicaments, j'ai pas eu de chirurgie dentaire. Enfin bon bref, donc j'ai un numéro, je dois appeler un docteur qui vérifie il me demande si j'ai mangé quelque chose le matin de mon test. Je lui dis: «Bah oui, mon petit déjeuner», mais ça c'était il y a 17 jours quand même. Je me souviens pas forcément de ce que j'ai mangé. C'est clair. Voilà, et là, je commence un peu à paniquer quand même parce que je me dis: «Ça a l'air sérieux», tu vois? Parce qu'au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais là, je me suis dit: «C'est un peu sérieux quand même», et je dis: «Mais non, je vois pas et tout». Donc il me dit: «Beh, si vous vous souvenez, vous me rappelez». OK, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je ChatGPT ça. Qu'est-ce qui peut, faire tourner positif à la codéine? Et là, les graines de pavot. Et bon, on est d'accord que quand on mange des bagels avec, Il y en a avec partout il ici, y hein. en a partout, et en fait, il y en a partout. Il y a des graines de pavot à peu près partout et je ne m'étais pas aperçue. Je cours dans mon congélateur, je vais voir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, moi, je vais pas faire les courses tous les jours. J'achète du pain, je le tranche à la machine à trancher à Whole Foods, je le mets dans un sac plastique et je le congèle chez moi et j'en décongèle tous les matins, tous les midis, enfin, peu importe. Et en fait, je n'avais pas vu, c'est un pain qui spécialement a énormément, énormément de graines dessus, de toutes sortes, mais notamment beaucoup, beaucoup de pavot, et je ne m'étais pas posé la question. Je ne m'étais pas posé la question. Ça n'avait pas fait 2 plus 2 = 4 dans Et ma bien tête. sûr, mais je pense que personne se serait posé la question. Voilà, donc je fais mes petites recherches, je demande à mon médecin traitant qui me dit: «Ma pauvre, les ressources humaines de cet hôpital-là, c'est vraiment des enfoirés, ma pauvre, je sais pas comment ça va se passer». Bref, je les rappelle en leur disant: «Hey, je sais ce que j'ai mangé, j'ai vu dans mon truc, il y a du Poppy-Seeds». «Ah bah oui, bah, on va renvoyer le rapport en disant que c'était on va envoyer le numéro», parce que c'est vraiment, ils m'ont dit quand même que le chiffre était très, très bas, très, très bas. D'accord. C'était positif, mais hyper bas, donc c'était concomitant avec une ingestion de nourriture. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé si j'avais mangé quelque chose. Parce que si ça avait été plus haut, et il y a des sortes de tests, ils disent: «Ben là, c'est une consommation de, par exemple, d'héroïne». Les toxicologues quand même peuvent faire un peu la différence. C'est pas très, Mmh. très précis à certains trucs, mais l'héroïne, par exemple, ils peuvent l'isoler. Donc ils savaient très bien que c'était pas de la drogue, ils savaient que ça venait de la nourriture. D'accord, et ça a quand même posé souci? Ça s'est passé le matin, l'après-midi à 2 heures de l'après-midi, ils m'appellent, les HR, en me disant, enfin les ressources humaines m'appellent en me disant: «On retire notre offre. Vous pourrez réappliquer dans 6 mois». Et je leur Ah, dis: quand «Non mais même! non». Oui, bah, après avec un gros red flag sur ton dossier, tu sais, Ouais, quand c'est ils clair. ouvrent, voilà. Je leur dis: «Mais non, mais c'est de la nourriture, c'est légal. J'ai le droit». Et non, non, ils ont rien voulu entendre, ils ont retiré, donc j'ai pas commencé le lundi. Donc tout était prêt, enfin je veux dire, j'avais mon sac de prêt, quoi, le Mmh. lundi. Donc là, ça a été une grosse déception. Bah, Voilà. j'imagine. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ils ont un devoir de rapporter toute personne qui, bah, serait, utilisateur de substances. Mais parce qu'attends, c'est ça qui est fou, c'est que même s'ils savent et que c'est écrit que ça vient de l'alimentation, ils sont quand même obligés de le rapporter au board of nursing. Mmh. Ouais. Donc voilà, donc quelques jours ap alors je pleure bien parce que j'ai perdu mon job, tout Bah, oui. ça, je pleure. Il y a pas 150 jobs comme ça, il y en a qu'un en gros, de là où je me trouve, à 50 minutes de route, je pleure bien et tout, bon bref. Je me remets en me disant: «Écoute, tu aimais pas la route, heu, c'était pas un per diem, c'était un mi-temps, et puis alors là, ça me bloque pour aller faire», parce que j'aime bien quand même voyager. Donc 2 fois par an, on fait un petit voyage, donc je me dis: «Ça me bloque pour ça, tout ça». Et puis, voilà, il y avait plein de petits orange flags, là, tu vois? Bon, c'est bon, allez maintenant ça y est, tu reprends du poil de la bête et tout. Ton côté positif reprend les Voilà, rênes. reprends le dessus. Et là, je reçois un email du board of nursing me disant: «Vous êtes sous investigation. Donc maintenant, vous avez 14 jours pour nous répondre». En gros, les papiers que je reçois me disent vaguement ce que c'est qu'une procédure d'investigation, mais tu sais pas les étapes, tu sais rien, tu sais pas ce que tu risques.
Ouais, Il y a c'est rien de ça, parce marqué. que c'est quand même super sérieux. Faut que tu Mmh saches ce que tu dois faire et ils te disent: absolument. À cette étape, vous n'avez pas besoin d'avocat, mais vous pouvez en prendre un si vous voulez». C'est hyper rassurant. Donc moi, là, je chiale, je vois un numéro de téléphone, j'appelle, je tombe sur l'investigatrice et donc je lui parle, je lui dis: «Mais moi, j'ai mangé des popicides et tout» et je chiale au téléphone. Je lui explique, elle me dit: «Ben, envoyez-moi l'étiquette, envoyez-moi la facture». Je dis: «Mais ça va pas se retourner contre moi quand même?» «Mais bien sûr que non» et là, je me dis: «On est aux États-Unis, est-ce que ça peut se retourner contre moi ou pas?» ChatGPT n'en savait rien. Donc du coup, je contacte mes copains qui sont toujours avocats dans d'autres domaines, hein, mais qui sont avocats et qui me disent: «Tu peux y aller sans avocat, tout ça, mais voilà», je dis: «Mais tu es sûr?» «Oui, tu peux y aller sans» et puis une autre qui me dit: «Non, je pense qu'il faut que tu y ailles avec, je pense qu'on peut f écrire une lettre nous 2 et puis on va voir après». Bon, je dis: «Je sais pas». Elle me dit: «Quand même, prends pré par précaution». Donc bon, au final, je contacte des avocats, je leur fais passer des interviews, en gros, pour savoir s'ils allaient me convenir ou pas et je tombe sur un qui me fait la liste de tout ce que je risque et le gars, il fait ça de façon professionnelle, il a des bonnes revues sur internet, il fait ça c'est depuis 12 ans et il me dit: «En fait, si vous présentez votre lettre d'explication et qu'ils se disent: "Oh, elle est pas claire", et ben, vous risquez d'aller plus haut et là, ça risque d'être public. Alors que là, pour l'instant, c'est juste privé, ça reste, voilà. OK. Bon bref, je l'ai embauché, hein, pour, pas de suspense, je l'ai embauché. Trop stressée, ça m'a coûté un bras et un œil. J'aurais pu le faire par moi-même. En fait, le risque, c'était que, ben, il m'écoute pas autant bien que quand il s'adresse à un Ouais. avocat. Et cet avocat fait ça à plein temps depuis 12 ans, juste pour les infirmières. Il était avocat avant depuis dans les années 90, mais il fait ça pour les infirmières depuis 12 ans à plein temps. Et en fait, il connaît tous les investigateurs et de quand j'ai parlé avec lui, en gros, mon histoire, ça l'a fait rire, en gros, si tu veux, parce que si tu veux, c'est le truc le plus basique de chez basique. Lui, il deal avec des nets qui volaient des ampoules de morphine, tu vois? En gros. Oui, d'accord, oui, donc le popicide, Voilà, le popicide pour lui, c'était assez rigolo. Mais en attendant, voilà, ça m'a fait perdre un job, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent parce que les avocats ne sont pas cheap. Voilà et c'est assez voilà, hors de prix. Mais au moins, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Je n'arrivais pas à travailler enfin, je n'arrivais pas à savoir ce qu'il fallait que je fasse, ce que je risquais et en fait, quand on se retrouve là-dedans, on se retrouve comme dans une machine à laver et le board ne fait de toi ce qu'il veut. Il y a pas d'autorité qui vont dire: «Non mais là on arrête, c'est des popicides, quoi». Voilà. J'étais prête si ça a escaladé, j'étais prête à engager un toxicologue et tout ça pour, un expert pour prouver que voilà, parce que j'ai réussi il y a personne qui voulait me fournir les résultats de mon analyse. Ça, c'était dingue aussi et donc j'ai réussi en appelant le labo et en parlant et en pleurant au téléphone à avoir les résultats, le chiffre, non officiel, tu vois? Et mais c'est sinon fou ça. j'arrivais pas à l'avoir. Ouais, ouais, non, non, c'était assez dingue. J'ai cru que j'allais me réveiller en me disant: «Non, c'était un mauvais rêve». Ah, c'est le côté négatif, aux USA, c'est que tout peut prendre des proportions, Énorme, voilà et tu te sens dans une machine à laver et il y a des moments où tu peux pas parler, tu peux pas te défendre et donc je n'imagine même pas aller du coup dans un conflict of interest et aller avec la justice et c'est là où je me suis dit en fait, je me suis dit: «Ouais, non, c'est peut-être mieux comme ça». Une fois que ça a été tout était parce qu'il y a forcément, juste avant Thanksgiving, ils ont regardé donc ça c'était en octobre et mmh. donc ça a mis un peu plus d'1 mois avec, enfin tout p voilà et qui daignent ouvrir mon dossier parce qu'ils avaient des plus gros chats à fouetter, au board et quand ils ont ouvert mon dossier, dans l'heure, ils l'ont fermé, en gros. Ouais, Parce que donc mon avocat m'a appelé, il m'a dit: «C'est bon, ils ont tout fermé le dossier et tout ça». Bon après, il y a toujours une trace, hein, qui reste comme quoi tu as été, c'est ce que que j'allais tu as te une demander. ouais, Est-ce que c'est quand même dans ton dossier ou? ouais, c'est confidentiel, mais c'est dans mon dossier. Mais après, il y a pas de il y a toutes les preuves qui sont dans mon dossier, donc il y a le numéro, enfin il y a le Ouais, chiffre, voilà, tout enfin coïncide. Mais en fait, voilà, c'est quand même dans le dossier. C'est quand même donc dans le un dossier. prochain potentiel employeur, même si c'est Non, confidentiel, peut le voir? Non? OK. ça reste au board. Donc c'est à la vue de que au board? Donc pourquoi il le garde en fait? Parce que si Je sais tu pas. étais venu à à avoir des Il problèmes se ou donne ouais, il se donne le droit de réouvrir le dossier. Mais en fait, là, ils pourraient pas d'accord, le enfin, ils peuvent pas vraiment le réouvrir parce qu'ils ont même pas mis une lettre de warning. Sinon, s'ils avaient un doute, ils auraient mis une lettre de warning. Tu sais, si c'était pas 100 sûr, ouais, s'ils sont 95 sûrs, ils mettent une lettre de warning dedans. d'accord.
en disant: «Voilà, on vous laisse le bénéfice du doute». Mais là, il y avait pas de bénéfice du doute, en fait, il y avait pas et je te dis, ils ont fermé en même pas une enfin, Ouais. ils l'ont ouvert, ils ont fermé. Il y a plein de dossiers comme ça où ils disent: «Bah, ça on escalade en investigation plus approfondie» et voilà et c'est là où ils choisissent les dossiers. Là, ils ont ouvert, ils ont lu, hop, ils ont fermé, top, très bien, terminé. Est-ce que si le board t'avait reconnu «coupable» entre guillemets, tu aurais pu perdre ta licence? Non, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué. Tu passes par des étapes, des expertises et tout ça, mais en gros, ce que tu risques avec un chiffre si faible et s'ils ont un doute, machin, ils peuvent te mettre en gros en probation de 1 à 5 ans Ah ouais, quand même. et en gros, ils peuvent te dire, ils t'appellent le matin, tu dois aller faire pipi dans le bocal, et ils te testent pour tout et même si tu as eu un test qui avait été à l'origine positif à la codéine, même si tu as pris de l'alcool, bah, tu as plus le droit en fait, tu as plus le droit à l'alcool non plus, parce qu'ils peuvent le voir donc tu vois, si tu as pris de l'alcool la veille, enfin, c'est hyper contraignant et puis après tu as des restrictions au niveau de là où tu peux travailler. Donc oublie si tu veux, trouver un job, à tel ou tel endroit, parce que tu vas plus pouvoir travailler les shifts que tu veux, ils vont t'obliger, par exemple, de travailler la journée où tu as une supervision d'un manager, tout ça. Tu peux pas travailler la nuit, par exemple, tu n'as plus accès à certains médicaments. Donc ils peuvent vraiment te restreindre. Donc c'est pour ça que, mon avocat m'a dit: «Écoute, si, ils se mettent déjà dans la tête que tu es en gros coupable et qu'ils veulent escalader, heu et après moi je peux réduire par exemple de 5 ans à 1 an, si vraiment on arrive à prouver» mais ils reviendront pas sur le truc en disant: «On ferme, c'est bon, on abandonne tout». Mmh. Donc c'est pour ça que c'était important de prendre un avocat dès le départ. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est une bonne leçon pour toutes les infirmières qui nous écoutent et qui travaillent aux USA ou qui veulent travailler aux USA. Ne mangez pas de pesticides et il y en a partout. Et du coup, maintenant, Estelle, est-ce que tu recherches du boulot ou? J'ai envoyé une application dans un autre hôpital et en fait, j'ai trouvé un boulot per diem qui me permet d'être super flexible sans, comment dire? En français, on dit sans obligation de week-end ou quoi. En fait, j'ai juste 2 shifts à donner par mois. Donc, Oui, pour le coup, c'est très flexible. c'est hyper flexible et il y a même pas d'obligation de week-end. J'avais jamais vu ça. Donc, voilà et je travaille 2 jours, pas de nuit. Je suis, enfin, voilà, le même salaire que ce qu'ils me proposaient, de l'autre côté. Enfin, voilà, je moins de route, un peu moins de route. Bon, c'est quand même 40 minutes de route, mais c'est quand même moins que 55. Hem, c'est un tout petit hôpital, c'est trop mignon, c'est un hôpital tout neuf, c'est tout petit, c'est qu'avec des gens qui ont des ranchs, c'est vraiment dans un peu dans la pampa, un peu. Ouais. Et du coup, tu es dans quel service? Médecine chirurgie, donc on fait de la chirurgie générale, hein, un peu digestive, pas mal de fractures de hanches, voilà. Moyenne d'âge 72 ans et je fais, Chez les aussi infirmières ou chez les patients? les 2. Non, je rigole. Non, non, les infirmières sont jeunes. Et en soi, je parle pas de l'organisation parce que l'organisation évidemment est différente, mais les soins que tu fais sont très similaires à ce que tu fais en France? Alors, ça fait très longtemps maintenant que j'ai plus travaillé en France, ça fait 16 ans, mais ouais, sauf que j'ai pas 25 patients, hein, on est d'accord? Et J'ai pas justement, combien de patients tu as? alors en Californie, quand j'ai travaillé en med-surg en Californie, on avait 5 patients parce qu'il y a des quotas, parce que la Mmh. loi, elle est comme ça. Ici au Nevada, il n'y a pas de quota et du coup, bah, ça peut monter jusqu'à 6 patients à peu près, mais en gros, ils veulent que tu en aies 5 parce que 6 c'est quand même très lourd. Il y a pas autant d'aides-soignantes Mmh. et du coup, en Californie, j'avais pas du tout d'aide-soignante et j'avais D'accord. 5 patients et j'avais pas du tout d'aide-soignante à co enfin voilà. Alors que là, je peux avoir jusqu'à 6, mais globalement, c'est 5 et sinon mes 2 managers qui mettent la blouse et qui viennent. Si D'accord. on commence à avoir 6 patients par infirmière, elles viennent te prendre des patients, ouais. Hem et c'est l'avantage d'être un tout petit hôpital. Mmh. Et puis, du coup, j'ai quand même, une aide-soignante avec moi, D'accord, qui a beaucoup d'accord. plus de patients. Elle a une quinzaine de patients, je crois, au total, mais elle fait tous les soins. Les patients qui sont alités sont tournés toutes les 2 heures.
si les patients développent des escarres pendant notre ou des points de compression durant leur visite chez nous, on n'est pas payé. Ils regardent bien ça de très près. Si les patients développent des escarres, ouais, ils déremboursent ou je sais pas exactement ce qui se passe, mais enfin, il y a moins de sous. Je sais pas Ouais. exactement, voilà, mais il y a moins de sous. Donc on fait très attention. Donc on a des lits qui tournent qui tournent les patients tout seuls. Ah ouais? Ouais, 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 c'est un hôpital tout neuf, donc on a Des des lits qui tournent les patients, mais attends, mais genre pancake, gaufre le matin, tu sais, le gaufrier qui te comment le lit tourne le patient? en fait, on met le patient en ce qu'ils appellent floating, c'est-à-dire on les cale sur des oreillers ou comme ça on enlève les points de pression au niveau du sacrum et tout ça, on met Mmh. des oreillers d'une certaine façon et ensuite on vérifie qu'il y ait pas de câble ni rien. On met le lit, dans une certaine position et par exemple, le lit va se mettre sur le côté droit, va incliner sur le côté droit comme si le patient était tourné un peu était un petit peu D'accord. tourné, tilté sur le côté droit et au bout de 15 minutes, le lit se remet à plat et ensuite, bon après tu peux je sais pas exactement, tu mets des alarmes ou je sais pas quoi, puis après tu y vas, tu le mets sur le côté gauche comme ça et puis après ouais, comme ça t'évite de tourner toujours tu vois, de tourner le patient côté droit, tu vois, de lui faire un tour complet et Ah ça ouais? libère les points de pression. Eh ben, Voilà, voilà. Oh mais j'ai découvert des trucs, ouais, on lève les patients hyper rapidement maintenant. Enfin moi, en France, j'avais pas ça, mais c'était encore une fois, c'était il y a 16 ans. Là, on lève les patients hyper rapidement. Quand les patients, ils reviennent du bloc, on les lève, quoi. J'ai une voisine qui s'est fait opérer d'une prothèse totale de hanche et elle est pas restée à l'hôpital, hein. Elle a été opérée, elle est ressortie le soir. Ils l'ont levée, ils lui ont expliqué comment on marchait avec un déambulateur et bye bye chez vous. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou et il y a pas d'infirmière qui passe faire les Lovenox, hein. Ils apprennent à se faire les Lovenox tout seuls. oui, c'est ça, il y a pas de bah, il y a pas donc on disait il y a pas d'infirmière libérale et de toute façon les infirmières à domicile enfin, l'HAD finalement, Mmh. hospitalisation à Mmh. domicile, Mmh. c'est vraiment pour des patients très spécifiques. Tout le monde peut pas appeler l'HAD pour venir juste, bah, pour une Exactement. piqûre de Lovenox ou vérification du sucre ou, Ouais. Alors le sucre, ils doivent se le gérer eux-mêmes. Et voilà et ils doivent savoir se gérer eux-mêmes ou alors ils trouvent un membre de la famille. Sinon, bah, ils peuvent pas rentrer à domicile, quoi. Les patients qui rentrent à domicile et qui ont cet HAD justement, c'est des patients qui sont un peu plus complexes, qui vont avoir, des trucs lourds. Mais ça coûte très cher donc globalement, ils essaient au plus rapidement possible, ils essaient d'avoir des membres de la famille qui soient formés. mmh, eh oui. Les gens, ils s'occupent de leurs tubes, ils s'occupent de leur PICC line. J'ai une patiente, 72 ans, elle a appris à s'occuper de son PICC line, hein, et à se faire ses antibiotiques toute seule, avec son PICC line, ouais. Parce et ben, elle habitait à 120 kilomètres de l'hôpital, mais là où il y a pas d'hôpital, au milieu de la pampa, quoi et Mmh. donc bah, c'était soit ça, soit il fallait qu'elle reste hospitalisée et c'était plus possible. Enfin bon bref, il fallait qu'elle aille en maison de retraite, l'équivalent un long séjour, quoi. Ouais, un CSR. Ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est ouais, c'est une autre façon de voir, mais et moi, avec mon cabinet, je vais voir les gens, alors au début, j'étais en contrat avec certaines assurances, mais c'est tellement compliqué. Les codes pour se faire rembourser, tu sais jamais combien tu vas être payé. Eh oui, parce qu'ici, il y a énormément d'assurances. C'est pas tu pas l'assurance maladie enfin, ça fonctionne pas du tout comme en France, quoi. Bah, en fait, tu as des compagnies. Tu vas avoir Blue Cross Blue Shield, tu vas Mmh. avoir Aetna, tu vas avoir United Healthcare. Les, les militaires vont avoir Tricare. Mmh. Et tu vas avoir, après tu as ceux qui optent pour les groupements, donc ce que j'appelle groupement enfin ça c'est pas un groupement d'assurance, mais c'est une assurance qui a ses propres hôpitaux, comme Kaiser, par exemple. Et donc là, eux, tu peux pas aller hors Kaiser, tu peux pas aller voir n'importe quel médecin, tu vas juste voir dans les hôpitaux Kaiser et eux, ils Mmh. contrôlent les coûts comme ça. Et en fait, dans tout ce qui est Aetna, dans tout ce qui est Blue Cross Blue Shield, Anthem, United Healthcare, tu vas avoir des plans, mais il y a autant de plans que d'emplois, en gros. Chaque Ouais. compagnie fabrique ses plans. Donc c'est hyper compliqué. C'est tellement compliqué que quand tu es représentant d'assurance, que tu expliques les assurances aux gens, il faut une licence spéciale comme une licence infirmière, mais pour, expliquer aux gens, les plans, d'assurance maladie.
Et donc du coup, toi, en tant que consultante en lactation, comment ça se passe avec les assurances? Bah, en fait, il fallait que j'ai rempli des dossiers pour être, provider affilié à telle et telle, Ouais, c'est ça. Faut que assurance. tu sois Ouais, agréée par certaines assurances pour que exactement, tes patients puissent se faire exactement rembourser. et donc D'accord, j'ai été agréée. Alors, j'ai été agréée avec une assurance et pour plein d'autres assurances, j'ai été passée par, une tiers partie, d'accord. partie tiers qui avait fait le qui m'avait fait en gros, j'étais à travers eux, j'étais agréée. Ah bien sûr, ils prenaient leur pourcentage à chaque visite que je faisais et puis en l'année dernière, ça s'est compliqué. Ils ont perdu les contrats avec les assurances avec lesquelles ils étaient, donc j'ai arrêté avec eux parce qu'il y avait plus aucun intérêt d'être avec eux et après j'étais plus qu'avec une seule, assurance qui est Aetna et j'ai très peu de patients ici Aetna et donc je me retire avec eux parce qu'en fait, je savais jamais combien j'allais être payée parce que, il y avait des plans qui Ah passaient oui, par des sous-traitants qui s'appellent Méridienne. Enfin bon bref, je ne savais jamais combien j'allais être payée pour, la visite. d'accord. Donc maintenant tu travailles plus du tu prends plus Non, d'assurance? OK. non, en fait, les gens me payent comme, alors des fois ça surprend les gens, mais parce qu'ils pensent que c'est gratuit, parce qu'ils pensent que c'est voilà, ben non, c'est un travail. Comme je dis: «Vous payez un massage. Quand vous allez chez la masseuse, vous payez un massage». Ben là, c'est Mmh. pareil, sauf que voilà. Donc du coup, sauf que moi, vous avez la capacité d'être remboursé parce que je donne ce qu'on appelle une super bille. C'est une, feuille avec toutes mes informations à moi, toutes les informations, de l'assurance, les numéros et tout ça et je prodigue des codes, les codes de remboursement. D'accord. Voilà, de ce qu'on a fait ensemble pendant la visite et je prodigue ces codes et je vous envoie ça et vous avez une solution de contacter votre assurance et ça s'appelle un claim et voilà et ils remboursent tout ou partie. Voilà. D'accord, donc ils ont même si toi tu ne travailles pas avec des assurances, ils ont quand même la possibilité de se faire rembourser? Ouais. Alors par exemple, OK. United Healthcare va rembourser moins, on le sait, que d'autres, compagnies. Je sais que Cigna, par exemple, remboursait bien l'allaitement et puis il y en a d'autres qui remboursent moins bien et puis bon, bah, voilà, après, je sais pas, mais c'est plus mon problème après, en gros. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir, parce que, forcément quand tu parles de la santé aux USA, il y a toujours l'histoire de l'assurance maladie qui est très chère, qui revient, mais il y a aussi beaucoup d'aides. Donc là, bon, à ton échelle, c'est, pour ce qui est du remboursement des consultations, mais nous, par exemple, moi, à mon échelle, notre fils qui a besoin de beaucoup de soins, beaucoup de médicaments qui nous coûteraient plus de 2 000 à 3 000 par mois, en fait, on paye quasiment rien du tout, parce qu'il y a des aides. Je pense que c'est important de les gens savent pas, en fait. Non et puis l'allaitement devrait être pris en charge. Il y a personne qui les force, c'est pareil. Il y a personne qui dit: «Bah, vous devez le faire aux assurances, aux compagnies d'assurance», mais sous l'Affordable Care Act, qui est fédéral, enfin, c'est quelque chose de fédéral, l'allaitement doit être pris en charge par les compagnies d'assurance. Après, c'est comme tout, faut se battre. Moi, une fois, j'ai eu une facture, pour quelque chose que je ne devais pas payer. Je savais que je ne devais pas le payer parce que c'était quelque chose de prévention. J'ai une facture de 1 500 dollars. J'ai téléphoné, j'ai passé je sais pas combien de temps au téléphone, mais au final, ils se sont dit: «Ah oui, on a fait une erreur». Mais si j'avais pas passé ce temps-là au téléphone, ben, oui, effectivement. En fait, il faut un peu plus se battre, il faut être plus vigilant et comme tu dis, il y a des aides, il y a des choses comme ça, il faut savoir, où chercher et il y a des assistants sociaux, il y a des assistantes sociales dans les hôpitaux qui t'aident à trouver tous ces trucs et qui ont toutes les réponses. Souvent, on se plaint et tout ça, mais en fait, on n'a pas cherché. Exactement, et un truc qui est aussi super important parce que ça m'agace quand je dis ça, quand je dis: «Oui, si tu as pas d'assurance aux USA, on te laisse crever devant les urgences», c'est pas vrai. Il y a une loi qui oblige les hôpitaux à prendre en charge les patients. On ne laisse pas les patients mourir sur les trottoirs aux USA. Non et pareil pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, dans n'importe quel hôpital où tu te pointes et que tu en travailles, ils te prendront et ils se doivent de te donner Mmh. les soins nécessaires et ils peuvent pas faire de différence et c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui sont, dans des hôpitaux spécifiques comme je te disais Kaiser et qui se pointent, dans l'hôpital universitaire peut pas leur dire: «Non, on vous prend pas. Si elle est en Ouais. travail, elle est en travail». Mmh. On n'a pas le droit de discriminer comme ça, non, il y a des lois. Ouais. Ouais. Du coup, ma dernière question.
Oui, toujours la même pour tout le oui, monde. oui. Hem, Avec le recul, maintenant que, bah, tu as travaillé en France, ça fait des années que tu travailles aux États-Unis, tu as vu pas mal de choses différentes aux États-Unis. Si tu devais choisir pour le métier uniquement, France ou États-Unis? États-Unis, j'aime beaucoup la France. C'est le pays qui m'a formée. Je trouve que la formation est extraordinaire. À côté de la formation, au niveau, américaine où, c'est une formation universitaire et après le problème, c'est de trouver un emploi où on va pouvoir se faire former sur le terrain. Alors qu'en France, on a une très bonne formation, on a des connaissances, et on a, une technique aussi qui est très bonne. On a une très bonne technique, on s'adapte, on sait s'adapter en tant qu'infirmière, donc je pense qu'on a une très, très bonne formation. Je sais pas comment elle est maintenant, mais à notre époque, j'ai été la dernière, promotion à passer l'écrit, donc ça remonte un petit peu, mais tu vois, on avait quand même une bonne formation à l'époque. Mais la reconnaissance sur le terrain est catastrophique en France et la reconnaissance financière est catastrophique en France. Et donc je pense que, voilà, hem, ici aux États-Unis, moi globalement, le docteur vient me voir et on discute. Il tient compte de ce que je dis, il ne m'ignore pas et il ne me traite pas, voilà, il me traite pas mal. Je suis pas maltraitée par ma hiérarchie. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver où on n'est pas dans des bons boulots, mais on change. Ça m'est arrivé une Ouais, bien fois, sûr. j'ai changé. Mais globalement, j'ai toujours eu une hiérarchie qui, globalement, nous respectait ou essayait de nous respecter parce que sinon, bah, de toute façon, ça gronde et les infirmières, on la voit ici, quand même, globalement, de là où j'ai travaillé, de l'expérience. C'est pas vrai à 100 pour tout, mais globalement. Heu On est plus libre, en tant qu'infirmière, et spécialisée en lactation. Moi, je suis plus libre de, bah, comme je te dis, de faire ce que je veux, de pratiquer mes prix, de pratiquer en tant en privé, de faire comme je veux et voilà, c'est mes clients, qui jugent et après qui me mettent des revues sur Google, quoi, en gros. Mmh. Ouais, Donc voilà, et voilà, je suis pas dépendante de la sécurité sociale, je suis pas dépendante, je fais, et je le fais et je ne pense pas pour autant arnaquer les gens, tu vois? Je passe le temps qu'il faut avec mes patients, ça ne leur coûte pas plus cher. Si ça doit être bien 2 heures, sûr. bah, je passe 2 heures avec eux, et je le fais avec, parce que je sais à l'issue, on est gagnant. Voilà. Alors qu'en France, je suis pas sûre que le personnel soignant soit encore gagnant à aller travailler parce que, bah, tu y laisses ta peau et tu pas une compensation financière qui te permette de vivre confortablement avec tes enfants et ta famille. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ça, c'est pas ma dernière question, parce que ça m'amène à une autre question, mais, hem, en tant qu'infirmière, je parle pas de ton activité de consultante en lactation, mais en tant qu'infirmière en per diem, donc pas à temps plein actuellement par mois, tu te fais combien à peu près? En per diem à San Francisco, je touchais 110 de l'heure. OK. Il y avait comme je travaillais par exemple d'après-midi, c'était en 8 heures. Je travaillais d'après-midi de 15 heures jusqu'à 23h30 et de 9 heures à 23h30, c'était en horaire de nuit, donc c'était plus 20. OK. Voilà, Après, par la heure. vie est très chère aussi à San Francisco. Oui, alors il faut rappeler que la vie est très chère. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, le loyer moyen doit être aux alentours de 3 100 $ par mois Mmh. et pas dans un truc, enfin un petit condo, voilà et puis, après il y a encore les charges et tout ça. 2 800 – 3 100, c'est à peu près, je pense, la moyenne en ce moment. Et du coup, où tu es dans le Nevada à l'heure, tu te fais combien? Ça change énormément dès qu'on sort de la Bay Area. Dans le Nevada, il n'y a pas de taxes. Alors si on habite dans le Nevada, moi j'habite en Californie, donc c'est un peu différent, mais il n'y a pas d'income tax au Nevada. Et donc en gros, je crois que je suis à 53 de l'heure. En Alabama, tu gagnes 20-25 hein. Il y a vraiment des gros, enfin je crois que Oui, c'est oui, bah, Alabama. oui. De toute façon, le coût de la vie dans les États en question, ça joue aussi beaucoup sur les salaires. Mais quand même, au bout du compte, elles sont mieux payées qu'en France. Après moi, je suis dans le côté Californie, donc je suis imposée là-dessus, alors que ceux qui habitent au Nevada ne sont pas imposés là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que je touchais 110 de l'heure à San Francisco. J'avais aussi, ils me reprenaient aussi, presque 10 ans de enfin
À la fin, j'étais presque à 10 ans d'ancienneté aux États-Unis parce qu'ils m'avaient pas repris mon ancienneté française. J'étais sur une grille avec 10 ans d'ancienneté à 110 de l'heure, hein, presque 109 de l'heure. Donc là-dessus, si tu veux, je payais des impôts. Je payais les impôts de l'État. Alors qu'au Nevada, ce que tu touches, tu n'as pas d'income tax au niveau de l'État. D'accord. Donc ça fait quand même, je discutais avec une autre infirmière qui me disait qu'elle, elle travaillait vers Sacramento auparavant, un truc comme ça. Et quand elle est venue, elle a pris, elle s'est dit: «Oh mince, je vais payer beaucoup moins» et en gros, elle me dit: «Comme j'ai plus d'income tax, en gros, à la fin de l'année, dans mon portefeuille, j'ai à peu près la même chose». Très, très sensiblement. Elle me dit: «À 2 000 $ près, Mmh. j'ai la même chose dans mon portefeuille». Donc voilà, bon et elle a une qualité de vie qui est supérieure. Globalement, je préfère toujours, au niveau des États-Unis, ouais, d'être infirmière au niveau des États-Unis. Je pense pas que je pourrais retravailler dans un hôpital en France. Merci d'avoir écouté Imported Nurse. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en laissant un avis sur ta plateforme d'écoute. Pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas louper les témoignages de mes prochains invités. À très vite!